Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Mouton de NS Partners. Donc, NS Partners, c'est une société qui agit à la manière d'un tiers gérant dans la gestion du patrimoine et des actifs des particuliers et des entreprises. Et ce concept de tiers gérant, il séduit de plus en plus d'investisseurs. Et c'est entre autres ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Diane, merci. Et Pierre, d'ailleurs, au sein de NS Partners, vous dirigez un département qui porte un nom que je pensais équivoque, mais qui en fait est assez trompeur. C'est Long Only Strategies, donc que l'on doit traduire par stratégie d'investissement traditionnelle. Mais donc, tout d'abord, Pierre, pouvez-vous nous dire un peu plus en détail en quoi consiste ce concept de tiers gérant et aussi quel est votre rôle à vous et celui de NS Partners? Qu'est-ce que vous apportez aux investisseurs? Très bien. Donc le concept de tiers gérant, c'est un concept Mhm, assez fréquent et répandu en Suisse, qui consiste à faire signer à des clients des mandats de gestion pour leur patrimoine liquide, leur mhm. patrimoine mobilier, sans pour autant que la société qui s'en occupe, c'est-à-dire nous, NS Partners, nous ne soyons banque ou compagnie d'assurance. Donc on n'est pas banque, on n'est pas compagnie d'assurance. Par contre, le client nous donne les clés, entre guillemets, pour gérer leur portefeuille et nous, en tant que gérant, en tant que tiers gérant, Mhm. nous pouvons passer des ordres auprès des banques dépositaires de nos clients pour gérer leur portefeuille, bien sûr dans le cadre d'un mandat de gestion dans lequel on va préciser les priorités du client, qu'elle soit l'exposition au risque, par exemple, Mhm. des risques faibles ou des risques importants, ou en tout cas une sensibilité, on va dire, au marché actions faible ou importante, les risques de liquidité. Il y a des clients qui veulent des investissements hyper liquides, d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, qui ont plus d'appétence pour des placements moins liquides. Et enfin, dans le cadre également de tout ce qui est politique ESG, donc c'est-à-dire environnementale, sociale et gouvernance, pardon. Mhm. Voilà, là aussi, il y a plus ou moins de sensibilité chez les clients. Et donc, en fonction de ces trois éléments, nous allons gérer les portefeuilles de nos clients en fonction donc de ce qu'ils souhaitent et également, bien sûr, de ce que nous pensons être le mieux adapté pour eux. Donc c'est très très particulier et ça présente selon nous le gros avantage pour les clients d'abord c'est de conserver leur banque, ils choisissent la banque qu'ils souhaitent s'ils ont des bonnes relations. L'autre chose c'est d'avoir un gérant qui est dédié vraiment à leur investissement, c'est presque du tailor-made si je puis dire. Mhm. Et enfin avec un alignement total des intérêts de notre entreprise avec ceux des clients. Nous, les partenaires de la société, sommes investis comme nos clients. Notre fonds de pension est investi comme nos clients. On ne touche pas de rétrocession des banques, on ne touche pas de rétrocession des fonds externes dans lesquels on est investi. On a donc les mêmes intérêts, c'est-à-dire la performance la plus adaptée au profil de risque. Et quel est l'intérêt, en fait, pour les particuliers de passer par une société, donc avec ce concept de tiers gérant et non pas, un CGP comme le font la plupart, des Français surtout? Donc parce que vous prenez un certain il y a un pourcentage, mais après on pourrait dire, si on veut se faire l'avocat de l'autre partie, vous apportez ce concept de gestion d'actifs. De l'autre côté, on a des CGP qui ont aussi cette capacité à apporter du conseil en fiscalité, en gestion de patrimoine. Donc, quel est un peu l'intérêt de se tourner plus vers un tiers gérant? Alors le concept de CGP est assez, Mhm, français, hein, en Italie, il y a un petit peu l'équivalent. Chaque pays, en fait, a un mhm. petit peu son, disons D'accord. son moyen préféré pour les Mhm, particuliers, de gérer, le patrimoine liquide. Alors encore une fois, c'est ce que je disais je à l'instant, le 1er, vraiment je pense le premier critère, qui fait selon nous, en tout cas, nous avons un business model attractif pour nos clients, c'est l'alignement des intérêts. C'est vraiment fondamental. On touche à donc du patrimoine. Bien souvent, soit il a été hérité, soit il a été construit, et donc c'est quelque chose de très très important, même émotionnellement pour les gens qui mhm. sont nos clients. Et je trouve vraiment vraiment fondamental de pouvoir démontrer à chaque instant que notre objectif est le même que celui du client. C'est générer de la performance, c'est réduire au maximum les frais qui sont pris par des intermédiaires externes et du fait que nous n'ayons aucun intérêt à faire tourner les portefeuilles pour toucher des rétrocessions ou des commissions de mouvement ou ce genre de choses, qui fait que, encore une fois, c'est un modèle particulier, Mhm. mais qui nous semble vraiment, vraiment adapté à la clientèle privée lorsqu'elle veut s'engager sur le long terme. Et dans cette optique que vous adoptez tout naturellement, d'amener les investisseurs vers des stratégies de long terme.
Autre chose, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté contradictoire dans l'approche que vous avez? D'une part, vous donnez, toutes les informations au jour le jour aux clients, ce qui, comme on le sait, amène du stress, des un côté, irrationnel Mmh. de la part des investisseurs. Or, l'idée, c'est bien évidemment de les amener vers le long terme. Alors, n'est-ce pas, antinomique? Ça pourrait l'être puisque, Mmh. et on n'est pas les seuls, hein, évidemment, à être dans cette situation où auparavant, les clients avaient l'information sur demande ou de manière peut-être un peu plus sporadique en tout cas. Mmh. Par rapport à maintenant, c'est une nécessité. On ne peut pas faire autrement que de donner le rythme et l'accès, à l'information que le client souhaite. C'est-à-dire que Mmh. s'il veut avoir un accès permanent, il a un accès permanent. S'il veut avoir un relevé par semaine, il a un relevé par semaine. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est au choix du client, encore une fois. Heu, Effectivement, vous avez raison. C'est un risque selon nous quand on construit. Nous, nos clients sont pas là pour 6 mois, ils sont là pour très, très longtemps, bien souvent des générations. C'est un risque de regarder au jour le jour ce qui se passe parce que ça peut générer les 2 comportements les plus dangereux, si je puis dire, dans Mmh. l'investissement, c'est l'euphorie ou le désespoir, dans des situations, spécifiques de marché. Mais en même temps, ça permet aussi, aux clients, de voir à quel point les engagements pour lesquels, ils sont venus nous voir, les engagements que l'on a pris vis-à-vis d'eux sont tenus. C'est-à-dire, encore une fois, peu de mouvements, des portefeuilles construits exactement en fonction de ce qui a été décidé au départ. Et donc c'est aussi un avantage finalement, cette transparence, qui sera apportée à ceux qui la souhaitent, vraiment de manière la plus, intense possible, si je puis Mmh. dire. Allons, hein, maintenant au cœur du sujet, donc avec vos stratégies d'investissement. Et parmi les thématiques d'investissement que vous favorisez, figurent le luxe, la medtech, les clean energy et l'intelligence artificielle. Donc ce sont des choix foncièrement intéressants. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'y opposer les points de vue d'autres investisseurs, à savoir, tout d'abord, le luxe, comme on le sait, il connaît un ralentissement en ce moment, dû au ralentissement, de la Chine, entre autres. Donc il est dans un moment assez fébrile. On pourrait se poser la question de: «Est-ce que les géants du luxe vont passer l'épreuve du temps?» Quant à l'intelligence artificielle, son développement est inévitable. Toutefois, certains disent que les entreprises qui s'y consacrent ont un business model qui n'est peut-être pas viable. Et quant aux clean energies, c'est sûr qu'il y a toujours eu ce problème de rentabilité, de performance. Et là, on vient d'avoir l'annonce de BlackRock qui se retire de ce type d'investissement. Alors, que répondez-vous à tous ces investisseurs et tous ces points de vue différents? Alors on pourrait élaborer, très longtemps. Il y a d'ailleurs des recoupements, entre les différentes thématiques, ou en tout cas les arguments qui sont en faveur ou qui s'y opposent. Je vais essayer de le faire rapidement. Sur le luxe, il y a, 2 éléments. C'est est-ce qu'il y a de la croissance du marché sous-jacent sur le long terme? Et la deuxième, c'est est-ce que les entreprises, du luxe sont des entreprises bien gérées dans l'ensemble? Mmh. La réponse est oui aux 2. La les comment dire? Les à-coups temporaires, de la demande sur le marché du luxe sont normaux. Ça fait partie de c'est un marché cyclique, hein, c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, vous dépensez si vous avez envie, mais si vous n'avez pas envie ou que vous sentez que c'est peut-être mieux de faire autre chose à ce moment-là, vous le faites pas. À Mmh. la différence de la consommation de base où, vous pouvez pas faire autrement que de vous nourrir, par exemple, ou de vous vêtir, Oui. ou de vous loger, enfin entre autres. Mmh. En tout cas, vous avez une masse de population considérable dans les pays émergents qui va arriver à ce fameux seuil de revenus qui fait que on commence à pouvoir faire de la dépense discrétionnaire. On passe de la consommation de subsistance, si je puis Mmh. dire, à des débuts de consommation discrétionnaire. Donc on va pas s'acheter probablement pas un sac Hermès du jour au lendemain, mais par contre, on va commencer à dépenser pour ses loisirs, pour l'expérience, pour mieux se vêtir. Et donc, vous avez différentes catégories de luxe qui vont être touchées. Et ça, les entreprises du luxe qui sont quand même aujourd'hui assez pyramidales, c'est-à-dire qu'elles adressent, la plupart d'entre elles en tout cas, depuis le luxe aspirationnel jusque vraiment le luxe Mmh. ultime, Oui. sont capables de faire face à la demande qui va augmenter. Mais faut pas se tromper, la demande va augmenter, va continuer à augmenter. Ce sont des marqueurs très importants
important dans les pays émergents, ces produits de luxe. Donc, pour Mmh. montrer qu'on a changé de statut social, comme chez nous, hein, c'est la même chose. Sauf que là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive en capacité de dépenser sur le luxe. Donc ça, c'est pour le luxe, Mmh. puisqu'on en avait parlé. Sur l'efficience énergétique, clean energy, alors c'est aussi, il y a beaucoup de business models, vous avez raison, qui ne sont pas viables. Mmh. Ça, c'est une évidence. Ils tomberont, et puis ils disparaîtront comme Ils les sont autres. naturels. Mais par contre, c'est une thématique qui est extrêmement transversale, dans le sens où on a souvent en tête que le clean energy, c'est une voiture électrique, c'est de la production d'électricité éolienne ou solaire. Mmh. Hydroélectrique, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que on doit se rendre compte que d'ici 2030, probablement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, 20% de la demande mondiale d'électricité, ce sera uniquement les data centers. Déjà aujourd'hui, le monde n'a jamais autant consommé Mmh. de charbon, de pétrole, de gaz, d'hydroélectrique, de solaire, d'éolien. Seul le nucléaire est un peu en dessous de ce qui était auparavant, mais il est en train de revenir en force. Et donc, on a déjà une consommation maximale de tout. Et on va continuer à avoir une augmentation de la demande d'électricité. Et donc, il faut y faire face. Et une manière aussi, au-delà de la production, de faire face à ce challenge, Mmh. c'est d'avoir une consommation plus efficiente. Et là, vous avez une foule d'entreprises d'entreprises cotées en bourse, qui offrent des solutions directes pour réduire son empreinte carbone, pour réduire sa consommation électrique. Ça peut aller du bâtiment jusqu'à des sociétés industrielles qui offrent des services électriques, par exemple, de refroidissement de bâtiments, de refroidissement de data centers, par exemple. Il y a une immense palette de choix d'investissement possibles dans ce domaine, qui sont des entreprises profitables, des business models prouvés et qui fonctionnent bien et qui ont très très bien performé sur les 2 dernières années, contrairement à ce qu'on a pu voir sur pas mal d'entreprises cotées qui n'ont pas bien fonctionné. Et enfin, vous me parlez de l'intelligence artificielle. Oui. Alors, là aussi, il y a des recoupements puisqu'on parlait de l'efficience Mmh. énergétique. Les data centers qui sont, on va dire le Oui. carburant, si je puis dire, de l'intelligence artificielle, sont des énormes consommateurs d'énergie, d'où le propos que j'avais, juste auparavant. Mmh. Mais là, comme pour, l'efficience énergétique, vous avez un petit peu les choses apparentes. Alors, il y a des grands leaders qu'on ne détrônera pas, hein, les fameux Magnificent Seven, Mmh. entre autres. Mais vous avez également une foule de plays indirects sur l'intelligence artificielle qui vont, par exemple, sur tout ce qui est équipement de data center, de refroidissement de data center, qui sont un exemple très important Mmh. d'entreprises qui profitent de l'intelligence artificielle. Au-delà de ça, on va voir un petit peu les gains de productivité que ça va apporter. C'est vraiment naissant, on n'a pas encore tous les éléments. Dans quel business ça va vraiment, vraiment avoir une influence très importante en termes de productivité. Dans quel business ça va apporter peut-être des croissances possibles de chiffre d'affaires. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et que la grande diffusion de l'utilisation de l'intelligence artificielle va avoir des conséquences très, très importantes et dans laquelle justement c'est vraiment important d'avoir de l'investissement qui regarde un petit peu au-delà juste des usual suspects auxquels on peut Mmh. penser. Et vous avez également un point de vue intéressant, sur les marchés actions en général et plus spécifiquement donc sur la valorisation, foncièrement déconcertante qu'on observe, auprès de certains, bah, vous les avez mentionnés, les Ouais. Magnificent Seven. Oui, Seven. et encore une fois, Oui. on revient à peu près à la même chose. Mmh. Il y a comme toujours, lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui est assez rapidement adoptée, ou en tout cas dont on entend beaucoup parler, qui arrive, il y a un engouement très très important de la part des investisseurs. Et bien souvent, ça emmène les valorisations à des niveaux soit très exigeants, soit déraisonnables. Mmh. Tout le monde, je pense, enfin les gens Oui, de bah, il y a génération. Nvidia qui Oui, voilà, ça c'est mmh. un exemple, mais bon, moi en tout cas, j'ai assez d'expérience pour avoir connu, par exemple, la bulle internet de l'an 2000. Il y a une très grosse différence aujourd'hui, c'est que les grands leaders des marchés sont extrêmement profitables. Donc tous les Magnificent Seven gagnent énormément d'argent, génèrent beaucoup de free cash flow. Donc c'est quand même une différence assez importante par rapport à ce qui s'est passé en l'an 2000. Mmh. Cependant, la valorisation de ces entreprises est vraiment élevée aujourd'hui, très très exigeante. Vous prenez n'importe quel ratio, ça peut être le price earning ratio, le EV to EBITDA, le price to cash flow, le price to book, le price to sales, peu importe.
toutes ces mesures sont à des niveaux extrêmement exigeants, à un moment où probablement la croissance de ces grands leaders va commencer à se normaliser. Ça va être moins exceptionnel que ces dernières années. Donc ça va se rapprocher probablement tout doucement de la croissance du reste du marché. Et donc si vous avez des valorisations beaucoup plus élevées que le reste du marché et que votre croissance est à peine plus élevée que le reste du marché, je dis ça, c'est d'un horizon probablement 12-24 mois, soit tout le reste du marché voit sa valorisation remonter, soit vous voyez votre valorisation baisser. Donc il y a un risque aujourd'hui, selon nous, à être trop, comment dire, euphorique sur ces sociétés, les fameux ça va toujours marcher. C'est pas le problème du business, le business va marcher, mais il y a un prix juste à payer pour la croissance qui est attachée à ces entreprises. Et aujourd'hui, le prix est un petit peu élevé. Et donc, nous sommes, en tout cas pour les portefeuilles de nos clients, légèrement sous-pondérés, dans certains cas, voire même largement sous-pondérés sur ces entreprises, les fameux Magnificent Seven. Il Et y a un autre chose huitième qui est entré dans le club avec Broadcom qui a passé le trillion également de market cap. Ouais. et autre chose qui avait retenu mon attention, donc c'est votre présence en Asie, bah, notamment, via vos options d'investissement dans des hedge funds. Et là, je trouve que ce sera intéressant de savoir vers quel pays et vers quel produit vous vous tournez. Parce que bien entendu, on va faire court, mais il y a bien entendu la Chine qui intéresse absolument tout le monde, sauf que pour l'instant, bah, ça reste beaucoup trop risqué. Et donc, bah, pour faire court, il y en a qui se tournent vers des alternatives, par exemple les ETF sur l'Inde. Alors vous, quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous préconisez pour Alors, cette région? bon, évidemment, c'est une région qui est en grand développement et en grande croissance économique. Alors, Mhm, si la Chine n'a plus de croissance de population, le reste de l'Asie, en général, a quand même encore beaucoup de croissance de population. Et avec ces fameux effets de seuil dont je vous parlais tout à l'heure, de mhm. population qui arrive à des stades de revenus qui leur permettent d'avoir beaucoup de consommation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire pour beaucoup d'entreprises. Traditionnellement, avec comment dire, un petit côté condescendant ou colonialiste, il y a très longtemps, les gérants émergents disaient, bon, de toute façon, il suffit plus ou moins d'avoir la grosse brasserie, plus une utility, et puis vous profiterez de la croissance, ou alors les filiales d'entreprises occidentales qui étaient cotées dans les pays émergents, donc c'était pouvait être Nestlé India ou Colgate India, je ne sais pas trop. Mhm. Et donc, effectivement, naturellement, vous profitiez de la croissance de la population et de la consommation. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que ces économies sont dites émergentes, mais elles sont développées. En réalité, vous avez de l'industrie, on fabrique des voitures, on y fabrique de l'électronique, on y fabrique des services. Donc, c'est vraiment de vraies économies complexes, autant que les nôtres. Et selon nous, c'est compte tenu de la distance, peut-être du manque de connaissances de la culture locale, de la culture d'investissement et des relations parfois entre les dirigeants et les entreprises, c'est vraiment utile, selon nous, d'approcher ces pays-là avec en utilisant des capacités locales, donc des gérants plutôt basés sur place, et si possible, et ça c'est l'idéal, dans des stratégies long-short, c'est-à-dire vraiment où on neutralise un petit peu le risque de marché et où Mhm. on a vraiment des gens qui vont pouvoir extraire de la valeur d'entreprises qui vont être bien plus favorisées, compte tenu de tous les éléments que j'ai mentionnés, que d'autres. Vous avez l'exemple frappant, selon moi, c'est ce qui s'est passé en Chine avec Jack Ma, qui a brutalement disparu. Euh, Alors que c'était la superstar du pays. Mhm. Certains l'avaient peut-être un peu pressenti lorsque, en étant sur place, c'était beaucoup plus dur de pouvoir Ceux qui sont à subodorer. l'extérieur de la Chine, oui. Oui, ce genre de choses. Et dans ce cadre, c'est vrai que nous, pour les clients qui le souhaitent, on est investi dans cette zone-là, mais au travers de fonds long-short. Pour vous donner une idée, en tout cas, le marché chinois a été très très mauvais sur les 4 dernières années, hein, c'est plus ou moins 30%. Notre produit n'a pas perdu d'argent sur cette période-là, ce qui fait une surperformance très très appréciable par rapport à un marché qui a été extrêmement compliqué. Eh ben, merci infiniment, Pierre, pour cet échange. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.